Posen, octobre 1943. Devant les plus hauts commandants de la Schutzstaffel, Heinrich Himmler parle d'expansion. Pourtant, la guerre se retourne déjà contre l'Allemagne. Stalingrad est perdu, Kursk n'a pas donné la percée attendue. Les Alliés ont débarqué en Sicile. Et au lieu de concentrer les moyens, Himmler pousse la création de nouvelles divisions. Pas une poignée symbolique. Plusieurs formations, puisant dans les meilleurs viviers d'hommes, dans des cadres aguerris que l'état-major de l'armée veut garder, dans du matériel promis depuis des mois aux Panzers de l'Est et dans un carburant déjà rationné au front. Dans la salle, personne n'a besoin d'un schéma. Chaque nouvelle division de la Schutzstaffel retire quelque chose aux unités qui tiennent réellement la ligne. Des hommes, des armes, des pièces, du carburant. Elle ajoute une rivalité de plus dans une industrie qui rétrécit. Mais le dire serait inutile et dangereux. Himmler ne dépend ni de ses commandants, ni du Heer, ni des planificateurs de l'économie de guerre. Il dépend d'Hitler, et Hitler ne lui a jamais ordonné de freiner. Ce choix n'est pas militaire. En réalité, il ne l'a jamais été. Abonnez-vous si vous voulez une histoire qui suit le pouvoir, pas seulement les cartes d'état-major. Ici, c'est exactement le sujet. En 1943, l'économie de guerre allemande s'épuise comme un système sous pression. Chaque char, chaque remplaçant formé, chaque litre d'essence raffinée devient une ressource limitée. Alors pourquoi Himmler continue-t-il à fabriquer des divisions de la Schutzstaffel presque jusqu'au dernier mois du conflit? La réponse se trouve moins dans la stratégie que dans la mécanique d'une dictature. Himmler vend la branche armée de la Schutzstaffel comme une troupe d'élite. Des unités censées tenir quand le Heer plie, attaquer quand les soldats ordinaires hésitent, et combattre avec une ferveur idéologique qu'une armée de conscrits ne pourrait pas égaler. Dans cette mise en scène, elles sont la pointe la plus dure de la machine de guerre allemande. Et cette image ne sort pas de nulle part. Meilleur matériel, meilleurs hommes, combattants plus coriaces. Le mythe s'appuie sur des cas réels. La Leibstandarte Schutzstaffel Adolf Hitler, Das Reich, Totenkopf. Ces formations ont laissé des bilans que les historiens militaires étudient encore. À Kharkov, au début de 1943, le corps blindé de la Schutzstaffel, commandé par Paul Hauser, reprend une grande ville en environ 4 semaines, face à des forces soviétiques nettement plus nombreuses. Erich von Manstein leur attribue un rôle dans ses mémoires. Quand la ligne cède et que des unités de l'armée reculent, la Schutzstaffel tient. Cette réputation est payée en sang, et elle existe. Mais Kharkov révèle autre chose. En février, Hauser a abandonné la ville malgré un ordre direct d'Hitler, pour éviter l'encerclement de son corps. Hitler entre en fureur, puis Hauser reprend la ville. Un chef de la Schutzstaffel peut désobéir et s'en tirer. Des généraux de l'armée, eux, risquent le conseil de guerre, ou pire, s'ils reculent sans autorisation. Cette immunité pratique, voilà ce que Himmler construit aussi. Les historiens retiennent en général 7 divisions capables de tenir durablement le niveau affiché. La première Leibstandarte Schutzstaffel Adolf Hitler, la deuxième Das Reich, la troisième Totenkopf, la cinquième Viking, la neuvième Hohenstaufen, la 10e Frundsberg et la 12e Hitlerjugend. Un noyau solide, avec une efficacité réelle. Mais le chiffre qui fissure tout le récit arrive à la fin. Dans les derniers mois de la guerre, la branche armée de la Schutzstaffel compte 38 divisions numérotées, plus des formations auxiliaires parfois surtout présentes sur le papier, dont beaucoup n'atteignent jamais la pleine disponibilité opérationnelle avant la capitulation. Pas 7, 38. Autour du petit groupe que l'on cite toujours, il y en a 31 autres. Des conscrits étrangers, des volontaires mal formés, des unités qui se défont dès le premier choc sérieux, des formations si faibles que des commandants du Heer refusent de les placer seuls sur des secteurs critiques. Certaines divisions tardives de la Schutzstaffel font même moins bien que l'infanterie moyenne du Heer qu'elles prétendent dépasser. La question n'est donc pas de savoir si la Schutzstaffel a eu de bonnes divisions. Oui, elle en a eu. 31 autres divisions, alors que l'Allemagne manquait déjà de tout. Pourquoi continuer à en créer? Dans une précédente vidéo, on avait vu l'hostilité de l'armée allemande quand elle combattait aux côtés de la Schutzstaffel. Rivalité, bottes mieux distribuées, chars plus récents, renforts qui arrivaient plus vite. Vu du front, tout cela se voyait. Ici,
La question est plus profonde. Pourquoi Himmler a-t-il nourri cette machine jusqu'à la rendre impossible à ignorer? En 1943, un général de l'armée de terre allemande demande des chars de remplacement par la voie normale. Réponse attendue, 6 semaines. À près de 480 km, un commandant de division de la Schutzstaffel décroche son téléphone et joint le bureau de Himmler. 10 jours plus tard, ces chars sont là. Même guerre, mêmes usines à bout de souffle, mais 2 circuits. Cet écart n'était pas un accident. Il avait été construit. Dans une dictature, le pouvoir se gagne souvent par couches successives. On devient utile, puis nécessaire, puis difficile à écarter. Pour Himmler, cela passait par des hommes en uniforme portant l'insigne de la Schutzstaffel, par ses propres tribunaux, des entreprises économiques, un service de renseignement, et désormais une armée à lui. Un État dans l'État, ne répondant qu'à Hitler. Chaque nouvelle division réclamait du carburant, du matériel, des remplaçants. Elle installait Himmler à la table où se décidait la guerre allemande, et l'y maintenait. Voilà pourquoi l'expansion s'emballe au moment même où la situation militaire se dégrade. En 1941, la branche armée de la Schutzstaffel compte déjà plusieurs divisions. En 1943, 18. À la fin de la guerre, 38, sans compter les formations auxiliaires. Militairement, la courbe va dans le mauvais sens. Politiquement, elle sert Himmler. Plus la guerre tourne mal, plus il doit prouver que la Schutzstaffel est indispensable. Les chefs de l'armée le voyaient très bien. Dans ses mémoires, Heinz Guderian reproche à l'appareil de la Schutzstaffel d'aspirer des hommes dont le front avait besoin. Soldats, personnel de sécurité à l'arrière, cadres administratifs. Son diagnostic n'était pas absurde. Il ne pouvait simplement pas peser assez tant que Hitler vivait. Et cela corrige une idée trop commode. L'avantage réel ne se lisait pas seulement dans les tableaux de dotation. Début 1944, la dotation théorique en chars Panther était largement comparable. Le vrai privilège se jouait au moment de la remise sur pied. Quand des divisions de la Schutzstaffel étaient saignées à blanc, on les retirait vers la France ou l'Italie. Là, elles passaient devant pour les hommes et les véhicules de remplacement. Les divisions de l'armée, elles, restaient sur le front de l'Est, à boucher les trous avec ce que la filière ordinaire envoyait des semaines plus tard, ou jamais. Vu de loin, cela donnait une supériorité permanente. En réalité, quelques unités favorisées récupéraient pendant que l'armée allemande s'épuisait. Himmler proposait chaque élargissement, et Hitler l'approuvait, en utilisant la croissance de la Schutzstaffel pour contenir l'autorité de l'état-major de l'armée. Mais personne, dans ce système, ne demandait si l'Allemagne pouvait supporter ce qu'il bâtissait. Une organisation créée au cœur d'une dictature finit par suivre sa propre mécanique. Les divisions exigeant des hommes. Ces hommes exigent des écoles d'officiers et des structures d'entraînement. Ces structures exigent des administrateurs loin du combat. Puis il faut justifier ces administrateurs, donc créer encore des divisions. En 1943, la branche armée de la Schutzstaffel est devenue une machine qui se nourrit elle-même. Elle consomme des ressources, non plus seulement pour faire la guerre, mais pour continuer d'exister. Et ce qu'elle engloutit de plus précieux, ce ne sont ni les chars, ni le carburant. Ce sont les soldats expérimentés, précisément ce que l'Allemagne ne peut pas remplacer. Au printemps 1943, dans un dépôt près de Varsovie, des dizaines d'hommes attendent leur affectation. La moitié n'a jamais tiré au combat. Sur 24 km de front, une division attend des renforts depuis 3 mois. Elle tient ce secteur avec l'effectif d'un régiment, pendant que les hommes censés former ces recrues sont envoyés ailleurs, vers de nouvelles unités de la Schutzstaffel en France. Voilà le vrai prix de l'expansion. En entrant dans 1943, l'Allemagne n'a plus de réponse à son problème d'hommes. Le front de l'Est a avalé une génération de soldats aguerris, ceux de la campagne de France, ceux de Barbarossa, ceux qui savaient faire travailler ensemble infanterie, blindés et appui à l'échelon des unités. Morts, blessés, capturés. Le R ne peut plus former des soldats du niveau de 1941. Et c'est dans cette pénurie que Himmler vient encore prélever des effectifs pour ces nouvelles divisions de la Schutzstaffel. Pas des vétérans en masse, il n'y en a plus assez pour personne. Mais chaque formation créée aspire exactement le personnel expérimenté dont les unités du front ont besoin pour rester efficaces. Quand la 12e division de la Schutzstaffel,
la Hitlerjugend, naît, elle ne part pas de zéro. Elle vide la Leibstandarte d'une partie de ses sous-officiers et officiers vétérans pour bâtir son ossature de commandement. Le résultat est pervers. On affaiblit le noyau compétent, sans donner aux nouvelles divisions assez de chefs vraiment formés. Et le mécanisme se répète à grande échelle. Des sous-officiers expérimentés quittent l'armée pour encadrer les programmes d'instruction de la Schutzstaffel. Des officiers qui auraient commandé des compagnies du R finissent dans l'administration divisionnaire. Même le matériel suit cette logique. Les formations de Himmler passent par ses accès directs à Hitler, tandis que les demandes équivalentes de l'armée restent dans les circuits ordinaires et arrivent des semaines plus tard, quand elles arrivaient. En 1944, le vivier est si vidé que Himmler complète ses divisions avec des gardiens de camps de concentration, des Volksdeutsch venus de Roumanie et de Hongrie, dont certains parlent mal l'allemand, et des hommes que l'armée avait déjà refusés pour inaptitude physique. Rien qu'en Hongrie, environ 40 000 hommes sont enrôlés de force dans la Schutzstaffel cette année-là. La dilution touche le fond avec la division d'Irlewanger, recrutée au départ parmi des braconniers condamnés. Ces rangs grossissent ensuite avec des meurtriers et des hommes libérés de camps de concentration. Pendant l'insurrection de Varsovie, leur conduite est telle que même certains commandants de la Schutzstaffel demandent leur retrait du front. Ces hommes portent le même uniforme que la Leibstandarte. Ils consomment les mêmes ressources d'organisation, puis détruisent le prestige que ces ressources étaient censées incarner. Pour beaucoup d'historiens militaires, ces hommes et ce matériel auraient été plus utiles s'ils avaient été versés au IR. Des équipages déjà rodés, une logistique existante, des divisions qui savent les absorber. Davantage de panthères, avec des équipages de l'armée combattant depuis 1941. Davantage de fantassins expérimentés dans des unités qui savent les employer. Et davantage de priorités de remise en état pour les divisions blindées du IR, laissées à s'user au lieu d'être retirées pour récupérer. Les unités compétentes de la Schutzstaffel combattante n'ont pas, à elles seules, fait perdre la guerre à l'Allemagne. Celles qui existaient avant que la guerre ne bascule formaient parfois une base réellement efficace, capable de tenir quand le reste craquait. Le problème vient de ce qui suit. L'expansion voulue par Himmler répond moins à un besoin militaire qu'à une règle interne du régime nazi. Plus une organisation grossit, plus elle pèse. Cette croissance dévore des hommes et du matériel dont l'armée a un besoin plus urgent. Et le cycle de reconstitution donne à quelques formations une aura de supériorité permanente, pendant que le R saigne sur place. Mais la conséquence la plus gênante arrive après les combats. Le mythe d'une domination universelle de la Schutzstaffel sur le champ de bataille ne naît pas surtout pendant la guerre. Il se durcit ensuite, dans les mémoires de généraux de l'armée. Leur récit présente la Schutzstaffel comme fanatique et téméraire. Pratique, ils protègent leur réputation, tout en enterrant les 31 divisions médiocres que la légende préfère ne pas regarder. Le mécanisme est simple. En captivité alliée, ces officiers doivent répondre à deux problèmes à la fois. Ils doivent expliquer pourquoi l'Allemagne a perdu une guerre que leur institution prétendait mener avec une excellence professionnelle. Et ils doivent se tenir à distance des crimes du régime, en particulier de la Shoah, administrée par l'appareil plus large de la Schutzstaffel. Une seule histoire règle les deux problèmes. La Schutzstaffel aurait été fanatique, imprudente, entièrement idéologique, tout ce que l'armée professionnelle n'aurait pas été. Si elle devient le vrai visage de l'Allemagne nazie, alors l'armée allemande peut se présenter comme une simple force professionnelle, engagée dans une guerre légitime. Avec Erich von Manstein, le récit d'après-guerre trouvait déjà son alibi. Si la Schutzstaffel paraissait supérieure à tout le monde, alors la défaite allemande venait du nombre ennemi, pas d'une faiblesse du système. L'autre version servait aussi. Elle aurait gêné l'armée. Les deux thèses arrangeaient leurs auteurs. Elles étaient artificielles, puis sont entrées dans les mémoires d'hommes qui avaient tout intérêt à sauver leur image. Manstein saluait l'acharnement de la Schutzstaffel, car cet acharnement aidait à expliquer pourquoi son talent n'avait pas suffi. Heinz Guderian, lui, dénonçait ce que la Schutzstaffel absorbait en hommes et en matériel. Mais cette critique lui offrait aussi un coupable commode pour l'échec final de la doctrine de la guerre éclair. Avec la guerre froide, le blanchiment s'est accéléré. Une organisation d'anciens de la branche armée de la Schutzstaffel a vendu l'image d'une armée européenne de volontaires anticommunistes. En réalité, beaucoup étaient des conscrits, poussés par des situations locales plutôt que par une grande foi pan-européenne.
Cette opération d'image était calculée, et elle a pris. Les études que les défenseurs de la Schutzstaffel citent encore portent surtout sur le noyau compétent, dans des combats précis, pas sur l'ensemble des 38 divisions considérées dans son ensemble. Utiliser ces chiffres pour proclamer une supériorité générale, c'est déjà reprendre le récit d'après-guerre, pas les données elles-mêmes. La légende actuelle repose surtout sur cette division, et elle a été entretenue par des hommes qui avaient besoin qu'elle survive, pour des raisons étrangères à l'histoire militaire. Alors pourquoi Himmler a-t-il continué à fabriquer une armée que l'Allemagne ne pouvait plus se payer? Parce que, au fond, ce n'était pas d'abord une armée, c'était une base de pouvoir. Dans l'État nazi, les institutions se battaient sans cesse pour les ressources, l'influence et les faveurs de Hitler. Chaque nouvelle division de la Schutzstaffel était un argument en acier et en homme. La preuve que l'organisation était indispensable, qu'il fallait compter avec Himmler, que le petit service de garde de 280 hommes qu'il avait reçu en 1929 méritait désormais sa place partout. Le drame, si l'on raisonne seulement en termes militaires, c'est que la branche combattante de la Schutzstaffel des débuts avait une réalité. Les 7 divisions, à leur sommet, existaient vraiment. Leur ténacité, parfois capable de tenir là où l'armée allemande reculait, existait aussi, et elle a pesé. Mais Himmler ne pouvait pas s'arrêter à 7. S'arrêter, c'était accepter une limite. Une limite réduisait l'accès aux ressources. Moins de ressources voulait dire moins de pouvoir. Dans son système, cela revenait déjà à perdre. Alors il a continué. Après Stalingrad, après Kursk, après les débarquements alliés, après l'effondrement du groupe d'armées centre, jusqu'à la disparition du régime qui finançait tout cela. L'armée allemande combattait pour gagner la guerre. La Schutzstaffel combattait aussi pour cela, mais en même temps pour consolider la position de Himmler. Quand les deux buts se rejoignaient, à Kharkov, en Normandie ou dans les Ardennes, elles pouvaient être redoutables. Quand il fallait concentrer chaque ressource sur la survie, elles continuaient pourtant à grossir. La logique était donc politique avant d'être militaire. Et voici le point le plus dérangeant. La Schutzstaffel n'a pas affaibli l'Allemagne malgré son noyau compétent. Elle l'a affaibli parce que la réputation de ce noyau a servi à justifier 31 divisions supplémentaires, incapables de l'égaler. Toute l'expansion obéissait à des rivalités internes. Personne dans ce mécanisme n'était vraiment chargé de demander si l'Allemagne pouvait encore en payer le prix. Le mythe a tenu parce que ceux qui pouvaient le démonter avaient intérêt à le conserver. L'armée allemande obtenait de meilleurs rapports entre pertes infligées et pertes subies, tenait plus longtemps avec moins, et s'adaptait à la pénurie que l'expansion de la Schutzstaffel aggravait pour tous. Mais elle a perdu, elle aussi. Si l'on admet que le noyau de la branche armée de la Schutzstaffel, Leibstandarte, Das Reich et Totenkopf, avait vraiment gagné sa réputation, cela justifiait-il le coût de tout le reste? Alors, 31 divisions sorties d'une organisation gavée de reconstitutions prioritaires, de cadres vétérans et du meilleur matériel. Est-ce un bon calcul si la plupart déçoivent malgré un noyau solide? Les défenseurs répondent que 7 formations capables suffisent à justifier l'effort et que le vrai problème de l'Allemagne fut d'avoir perdu la guerre. Les critiques rétorquent que brûler les dernières réserves allemandes dans des unités qui plient sous la pression, c'est échouer là où la guerre se décide vraiment. À vous de trancher. Dites-le en commentaire. Laissez un pouce si cette conclusion a changé votre regard sur ceux qui ont vraiment bâti la Schutzstaffel et abonnez-vous. Car au bout du compte, elle a coûté à l'Allemagne plus cher que ses défenseurs ne veulent l'admettre. Merci d'avoir regardé.